Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion de la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique qui débute en ce moment même à Alger. Une rencontre pour lever le voile sur un passé violent, sciemment occulté, un passé fait de douleur et de sang et qui permet aux métastases du profit qui font et défont frontières et gouvernements. Aujourd'hui, ils continuent de piller le continent. Comment et avec quels outils et mécanismes l'Afrique va-t-elle remonter le cours de l'histoire pour construire son plaidoyer? Comment envisager des rapports sereins avec l'ancien colon si la vérité n'est pas rétablie et si justice n'est pas rendue? À mes côtés, Hamid Belkacem, donc pour vous accompagner 2 heures durant. Hamid, bonjour. Bonjour Naliman, bonjour à nos invités et qui sont Maître Fatma Zahra Ben Baraham. Bonjour. Bonjour. Votre combat pour mettre dans le box des accusés le colonialisme au niveau de l'Afrique est connu. On va en parler jusqu'à midi. Inch'Allah. Monsieur Belkhodja, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes historien, auteur de nombreux ouvrages, on va en décliner quelques-uns tout à l'heure. Bonjour, restez avec nous jusqu'à midi. Ravi d'être avec vous. Alors pour commencer, monsieur, madame et monsieur, alors on va poser une question toute simple. Pourquoi cette conférence? Pourquoi aujourd'hui justement? Y a-t-il un éveil, une conscience collective qui émerge par rapport à certains faits? Y a-t-il eu un déclic particulier? Bien, tout à fait. Il y a eu un grand déclic. Mais ce déclic n'est pas venu de manière très simple. Non, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, d'abord pour ma part, en 2004, j'ai créé une instance qui s'appelle l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale. Parce que la pensée coloniale est parfois beaucoup plus virulente, plus dure que le colonialisme lui-même. Le colonialisme a un début et une fin, mais la pensée coloniale commence après le fait matériel du colonialisme. Elle s'incruste dans le quotidien collectif. Bien sûr. Et l'an dernier, en octobre, on a eu donc avec l'Observatoire de la société civile à instaurer ou à développer cette instance. Et nous avons créé le premier réseau algérien de lutte contre la pensée coloniale et le néocolonialisme à travers le monde. Donc j'avais été présidente, puisque c'est mon instance qui a évolué selon les vouloirs des pouvoirs publics. Et ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous a permis d'éveiller quelque part les juristes et les historiens et les politiciens des pays colonisés et en premier lieu les pays africains. Ce n'est qu'après cette première sonnette d'alarme que nous avons vu certains présidents africains remonter à la source du colonialisme, lutter, le rejeter donc la colonie, rejeter l'armée française par exemple pour certains pays africains et s'inscrire dans la logique de la lutte contre le néocolonialisme. Donc c'est pour dire que la racine vient d'Alger. Donc on peut dire qu'il y a eu une évolution du contexte politique en Afrique. Que représente justement cette conférence pour l'Afrique, une conférence qui se tient à Alger aujourd'hui? Monsieur Ammar Belkhodja. Oui, moi j'applaudis des mains et des pieds sur cette initiative qui va nous permettre un peu de remonter dans l'histoire coloniale. Pourquoi? Parce que après les indépendances et après la décolonisation, que je mets entre les guillemets, j'ai parlé de terminologie tout à l'heure avec Hamid, la décolonisation. Mais la décolonisation s'est faite pour certains pays dans la violence. L'invasion s'est faite dans la violence et elle s'est terminée. Elle s'est terminée par la violence parce qu'il n'y avait pas d'autre issue que de prendre les armes pour terminer avec ce fait colonial, avec ce phénomène colonial, avec ce cancer de l'humanité. On chante à tous les temps et à tous les toits que la colonisation, que la civilisation occidentale a apporté des bienfaits pour ces peuples arriérés. Mais ces peuples ne vous ont rien demandé.
ils vivent en paix, en harmonie, en cohésion et en prospérité. Parce que la période coloniale, mais c'est effroyable. Elle s'est accompagnée par un pillage systématique, une destruction massive de l'espèce humaine et un pillage des ressources. Et aujourd'hui, il y a ce décalage qui a commencé avec les invasions européennes, hein, belges, anglaises, françaises. Françaises, tout à oui. fait. Et l'Afrique a été dépecée. Aujourd'hui, cette conférence va remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, nous avons les conséquences malheureuses de ce Soudan qui s'entre-déchire. Nous avons la conséquence du Cameroun divisé entre les anglophones et les francophones. On a porté atteinte à l'unité de ces peuples, hein, parce qu'il ne faut pas abuser de cette malveillance, de dire oui, le tribalisme, les tribus, les guerres tribales. Non, vous avez apporté des phénomènes que nous sommes en train de subir jusqu'à aujourd'hui. Hein. Justement, c'est un héritage qui continue. Qui continue. Il faut faire prendre conscience à toute notre jeunesse, à tous ces Africains, à la jeunesse africaine. Parce qu'après les indépendances, entre guillemets, parce que les indépendances, pour certains pays, l'ancien colonisateur était rusé pour garder toujours cette même mise sur les anciennes colonies. Et ça a perduré pendant une bonne cinquantaine d'années. Et je crois que la jeunesse africaine aujourd'hui, la jeunesse algérienne, tunisienne, marocaine, doivent opérer à ce sursaut pour dire attention, le procès du colonialisme, décolonialisme, n'est pas encore terminé. Non pas pour développer le ressentiment. Nous sommes porteurs du message de la paix. Seulement, nous voudrions que les sociétés anglaises, françaises, belges, d'une manière générale européenne, prennent conscience que le phénomène colonial a été un désastre pour l'humanité. Le phénomène colonial a été un désastre pour l'humanité. On a choisi l'Afrique, Maître Ben Braham, parce que la proximité directe, la navigation à voile a fait que l'on aille directement vers les côtes africaines. On s'est encastré et incrusté à l'intérieur, on a découvert des gisements et c'est là qu'a commencé la grande exploitation, esclavage de toute l'Afrique. Oui, tout à fait. Je voudrais signaler que M. Belkhodja est également membre du réseau algérien de lutte contre la pensée coloniale et le néocolonialisme à travers le monde. Je voudrais également rappeler l'histoire de ce colonialisme. Le colonialisme est né à une période historique bien déterminée. Donc il a un acte de naissance. Et ce qui a permis donc à ces pays européens de s'infiltrer, de s'accaparer, je dirais le mot exact, je crois que c'est s'accaparer de l'Afrique et de toutes ses ressources, c'est d'abord le partage du monde qui s'est fait au XIXe siècle. Conférence de Berlin. Exactement. Et là, il faut dire que l'Europe était étouffée, complètement étouffée, parce que l'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est une constellation de petits États liés les uns aux autres par de petites frontières sur un sol qui est pratiquement stérile. À part le charbon, je ne vois pas ce que l'Europe pouvait avoir. Mais l'ouverture vers l'industrialisation va ouvrir les yeux de tous ces pays sur des richesses qu'ils n'ont pas, sur des biens qu'ils n'ont pas, sur une main-d'œuvre qu'ils n'ont pas. Où vont-ils chercher ça? Ils savaient parfaitement que l'Afrique était un continent très très grand. Et au passage, je voudrais souligner quelque chose. Allez-y. Les cartes que nous avons de l'Afrique ne sont pas les cartes réelles. Les cartes réelles de l'Afrique font que l'Afrique est beaucoup plus grande que ce qu'elle est en représentation.
voulez parler de tout le débat, de l'espace, y compris sur le globe terrestre. On voit l'Afrique toute petite, voilà, alors qu'en proportion, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus vaste. Mais les Européens se sont rendus compte qu'ils allaient sur un continent énorme, et donc ils ont falsifié même les cartes pour faire croire que l'Europe était plus grande. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens techniques et scientifiques, on se rend compte que l'Afrique est largement plus importante que ce que nous voyons. Mais on se dit aujourd'hui, pourquoi cela? Je crois qu'ils étaient visionnaires, ils faisaient des pronostics beaucoup plus que des diagnostics historiques. Et le pronostic historique a fait que chacun des pays européens, ils étaient les spécialistes de la cartographie, les Anglais par exemple, voilà, chacun de ces pays a vu sa part, n'est-ce pas, sur le continent africain. Mais il fallait le minimiser pour ne pas attirer des convoitises des autres pays et surtout des frictions avec les autres pays. Parce que ce qu'il fallait, c'était l'union de l'Europe contre l'Afrique. Et permettez-moi d'insister sur cet aspect précis, hein, l'union de l'Europe contre l'Afrique. Il y a eu la conférence de Berlin entre le partage du monde. Le partage du monde et le partage de l'Afrique entre novembre 1884 et février. C'est ce qu'ils voulaient partager. Voilà, parce que ils ont partagé. Leur limite était déjà ils se sont partagés, j'allais dire, le gâteau africain en zone d'influence, en zone d'exploitation, et c'est ce qui était attendu. La conférence de Berlin a produit la déminéralisation, j'allais dire, de l'Afrique en le découpage, le partage et surtout des zones d'influence. Voilà. Et dans le découpage, évidemment, ils ont introduit la notion de frontières, parce que dans beaucoup de pays, la notion de frontière n'existait pas. Et l'Europe a tenu absolument à tracer des frontières pour délimiter les zones d'influence des uns et des autres, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des pays qui ont eu beaucoup de territoires, d'autres qui en ont moins, et même la gestion coloniale des pays était différente. Par exemple, si on voit la Belgique, on se retrouve donc sur la pointe de l'Afrique simplement. On voit d'autres pays, bon, l'influence n'était pas très grande. Donc c'est que le partage s'est fait en faveur de la valeur des pays existants en Europe. Vous voulez dire qu'il y avait une cartographie naturelle où les pays et les grandes tribus étaient séparés par des fleuves, des cours d'eau, des montagnes, et là, on a, un tracé qui se fait d'abord sur la cartographie minière. C'est la cartographie minière surtout qui a fait qu'il y ait un nouveau tracé des frontières en Afrique. Voilà. Alors, la richesse de l'Afrique, il n'y a pas que le sous-sol. Il y a d'abord le sol, avec toutes les végétations. Vous voyez, le cacao, la banane et tout ça. Le bois et tout le reste. Je crois que... Enfin, je ne sais pas. Moi, je me dis, pour plaisanter, je me dis, s'il n'y avait pas le cacao d'Afrique, les Français ne prendraient pas leur café, ne sauraient pas prendre le café. Parce que je ne vois pas où est-ce qu'ils pourraient prendre... le café. Voilà. Donc, il y a le sol, il y a le sous-sol, et il y a l'élément humain qu'il ne faut jamais oublier. Et lorsqu'on parle de l'élément humain, c'est l'esclavagisme. L'esclavagisme qui n'a pas aidé simplement les pays européens, mais c'est beaucoup plus les États l'Amérique. Vous voulez dire qu'on a pris les esclaves d'Afrique pour repeupler l'Amérique après avoir mis les autochtones, les Indiens, dans des réserves. Dans des réserves, exactement. Et là, il fallait, parce que même les États-Unis, c'est quoi? C'est le surplus ou le rebut de l'Afrique, de l'Europe. Il ne faut pas croire que les Américains, et moi quand je parle, je dis, parce que je les ai vus, je les connais très bien. Les bagnards de l'Europe sont devenus citoyens américains. Mais vous savez que leurs descendants sont restés rustres. Et je peux le dire, et je le répète, parce que je connais très bien donc, ce territoire et les gens qui y vivent. Et donc, il y a eu toutes ces personnes qui sont venues de leur plein gré pour trouver richesse aux États-Unis, qui sont sortis donc de l'Europe, d'où il y a par exemple des États entiers qui parlent français et qui sont Nouvelle-France, etc. Quand vous rentrez, c'est là où vous allez manger le croissant français, qui n'est pas la viennoiserie très prisée des Américains. Francophile. Voilà, tout à fait. Et nous avons donc la main-d'œuvre gratuite.
pour développer ces pays qui n'étaient pas exploités. Hein. Les vrais Amérindiens et les Américains, c'était pas des cultivateurs de grande envergure ou des constructeurs de palais. Hein. C'était des gens qui chassaient, qui vivaient, qui avaient des usages, qui avaient une stratégie de vie, qui vivaient pour vivre simplement. Et donc l'Afrique a été vraiment le grenier de l'Europe, et il a été également la main forte de l'Europe et des États-Unis. On voit moins bien en Europe l'esclavagisme, mais on le voit à outrance aux États-Unis. Et je me dis que sans les esclaves africains, l'Amérique ne serait pas aujourd'hui l'Amérique. Et d'ailleurs, vous voyez actuellement, ils sont en train de vivre une situation extraordinaire. L'islam qui remonte, on l'a pris chez nous, n'est-ce pas, en Afrique. Les Noirs qui arrivent au pouvoir, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est les descendants de ces Noirs qui ont été pris à partir de l'Afrique. Et je parlerai également de Mustafa Zmouri, qui a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, etc. Et de la communauté musulmane, qui est très très grande dans certaines régions d'Amérique et dont on ne parle pas. Hein, on ne parle pas. Et musulmane, surtout musulmane. Donc ils ont instauré la langue, la religion, etc. Et ça, grâce, par exemple, aux Algériens qui traversaient le monde. Et même Christophe Colomb, quand il a voulu découvrir les États-Unis, enfin l'Amérique, il a pris dans son bateau des musulmans qui venaient d'Andalousie, qui étaient andalous. Et c'est eux qui lui ont montré donc la voie maritime à prendre. Donc, lorsqu'on voit que cette Europe, qui en réalité était dans une situation de déconfiture extraordinaire sur le plan du peuplement, parce qu'il y avait des guerres intestines. Rappelez-vous la guerre de 100 ans. Oui. Rappelez-vous la guerre de 100 ans. Deuxièmement, sur le dysfonctionnement entre les États. Ils se faisaient la guerre. Rappelez-vous les dernières guerres mondiales, ça a tué plus de 20 millions d'Européens. Donc quand on sait qu'il y a certains États qui ne font que 9 millions de citoyens. Et aujourd'hui, on se rend compte que, étant venus s'installer dans nos pays, n'est-ce pas, c'était pas une forte communauté de colonisateurs, parce que le bienfait de la colonisation, c'est les métropoles qui le recevaient. Et il fallait donc installer, par exemple, si on parle de l'Algérie, installer des Français en Algérie pour être un trait d'union entre les populations algériennes laborieuses et le transfert des richesses vers l'Europe. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les Algériens qui d'eux-mêmes travaillaient pour la France. Il y avait une frange intermédiaire, parce que les Algériens, si on parle des Algériens, ont toujours été indépendants financièrement, économiquement. La mer leur appartenait, la terre leur appartenait, le blé leur appartenait. Et si on revient vers l'histoire avant 1830, les pays qui étaient le plus développés, c'était l'Algérie par rapport au reste du monde. Elle faisait front à tout le pourtour européen et au-delà du pourtour, c'est-à-dire dans les pays, dans les contrées du Nord, etc. C'était l'Algérie qui menait le bal, c'était l'Algérie qui était riche, c'était l'Algérie qui avait un territoire très grand, c'était l'Algérie qui avait une marine importante et qui a été jusqu'à canonner, traverser avec des bateaux algériens, les fameux Chebek, et aller jusqu'à canonner une ville du côté de Boston. Bien Il fallait le faire à l'époque. Oui. C'est à Médou. Donc, le développement de nos pays était largement supérieur par rapport au développement de leur pays. Et c'est là, à ce moment-là, que les convoitises économiques se sont posées dans les yeux des Européens pour nous spolier. Convoitise veut, comme alter ego, j'allais dire, barbarie coloniale en Afrique, c'est l'un des titres de Omar Belkhodja, historien. Mais avant, peut-être qu'on va aller du côté au téléphone. François Dengué est avec nous, Nariman. Il est avec nous au téléphone, monsieur François Dengué. Vous êtes en direct, donc. Vous êtes chercheur en histoire. A-t-on monsieur François Dengué? Oui. Bonjour, monsieur.
Bonjour à vous, bonjour chers amis. Alors, l'objet de cette émission est justement ces crimes coloniaux. Vous êtes chercheur en histoire. Comment peut-on définir ces crimes du point de vue historique? Et est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là ou qu'il s'agissait d'un système organisé? Merci beaucoup, une petite précision. Bien que je m'intéresse à l'histoire, l'histoire n'est pas mon champ principal. Alors, le sujet, d'abord, je vous remercie tous pour votre invitation. Je suis très honoré sur un sujet qui me préoccupe depuis des dizaines d'années et qui est souvent oublié. Les crimes coloniaux, c'est pas des phénomènes isolés, c'est un système organisé, financé, soutenu, que l'Europe a mis au point pour s'étendre dans le reste du globe. C'est une feuille de route coloniale. Oui, l'Europe coloniale donc. Il y a eu plus ou moins de succès, selon qu'ils ont plus ou moins pu exterminer des peuples pour s'emparer de leurs terres. Parce que la première chose, c'est l'accaparement des terres et ensuite l'exploitation pour l'enrichissement de l'Europe. Alors, pour ce qui me concerne, je voulais vous parler peut-être de 2 ou 3 sujets qui ont leur implication jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'on a appelé le génocide des Juifs, mais qui ont une origine en Afrique. Vous pensez particulièrement à la Namibie. Voilà, très bien, c'est la Namibie. Alors, c'est un sujet très important qui est occulté et je crois occulté à dessein. Parce que je donne toujours l'exemple, si vous allez au cinéma ou vous allez au théâtre ou vous lisez un roman, vous ne pouvez pas commencer par le milieu. Si l'on vous projette le film à partir du milieu, c'est que l'on veut que vous ne compreniez pas. Ce serait incompréhensible si vous commencez une histoire par le milieu. Il faut autant que possible commencer par le début. Or, bien entendu, nous regrettons évidemment tout ce que Hitler a pu imposer aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une atrocité devant laquelle tout être humain doit s'incliner. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enseignement de ce qu'on appelait souvent les cas, l'Holocauste ou le génocide ou la Shoah, est vicié parce que cet enseignement ne se place pas sur le plan humain, c'est-à-dire en considérant toutes les victimes comme des êtres humains égaux, mais simplement parce que, comme disait Aimé Césaire dans son livre Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire a dit, et avant lui d'ailleurs, le docteur Webb Dubois l'avait dit d'une autre façon, si l'Europe reproche à Hitler le génocide commis contre les Juifs, c'est simplement parce que l'Europe, ce n'est pas par humanité, c'est simplement parce que Hitler a appliqué à des Blancs ce que les Blancs ont toujours appliqué aux autres, ce que les Européens ont toujours appliqué aux autres. Autrement dit, vouer Hitler aux gémonies, accabler Hitler, c'est que les Européens ne veulent pas se regarder en face et voir ce qu'ils ont commis, parce que les génocides, ils en ont commis depuis très très longtemps, mais comme ça s'appliquait à d'autres personnes, ils n'ont pas, ça ne leur disait rien du tout. Alors, maintenant, pourquoi parler du génocide de Namibie, en particulier contre les populations Herero et les populations Nama? Parce que ce génocide commence dès 1904. Plus précisément, le 12 janvier 1904, quand les Herero, qui sont un peuple de la Namibie à l'époque ça s'appelait Sud-Ouest africain, étaient occupés par les colons allemands qui s'étaient venus par la violence et se sont imposés. Il faut quand même le voir, hein, partir de l'Europe du Nord en Allemagne pour aller occuper au sud de l'Afrique des territoires et s'emparer de cela par la force. C'est quelque chose déjà, c'est déjà un crime colonial. C'est-à-dire que le crime colonial commence même avec le projet colonial. Le projet colonial est le crime colonial dans l'œuf. Et maintenant, il faut voir comment il se déclenche et il se déroule. Alors, les Herero, à l'époque, parce que ces gens sont organisés par tribu ou par groupe ethnique, selon leur plan de territoire, leur chef s'appelait Samuel Maharero. Alors, il a lancé une révolte parce qu'il n'en pouvait plus.
leurs terres étaient expropriées, les soldats allemands s'emparaient de leurs terres, imposaient le travail forcé, pratiquaient l'esclavage quasiment, et ils ont lancé une attaque. Et alors ici, ils ont lancé une attaque contre les postes militaires allemands. Que voulez-vous? Vous êtes chez vous, en tout cas parlant des ingénieurs, vous savez ce que c'est, vous êtes chez vous, les gens viennent d'ailleurs, s'emparent de vos terres, vous méprisent, vous tuent, etc. À un moment donné, trop c'est trop. Les autres ont lancé, ils se sont organisés, malgré la modicité de leurs moyens de défense, et ils ont attaqué. D'après ce que je sais, c'est eux qui ont attaqué, parce que c'est l'ultime moyen, c'est l'ultima ratio, comme on dirait en latin, pour se protéger. Et ils ont attaqué, et apparemment, on dit qu'ils auraient fait 150 morts, autour de 150 morts. Nous sommes le 12 janvier 1904, autour de 150 morts parmi les colons. Et la réplique est terrible. La réplique allemande est terrible, et elle est dirigée par un général qui s'appelle le général Lothar von Trotha. Ce général et la colonie en Allemagne dit c'est impossible, qu'est-ce que ça veut dire ça, des nègres qui arrivent à battre des soldats allemands, c'est pas possible, on ne peut pas accepter cela, il faut leur donner une punition à la mesure. Et pendant ce temps, et toute l'Europe est en communion avec l'Allemagne dans cette histoire, parce que on accuse l'Allemagne, mais c'est toute l'Europe qui s'organise, qui aide, qui dit oh surtout pas, il faut pas qu'on montre que les Noirs ont vaincu les Allemands, qu'ont vaincu les Blancs, parce que rappelez-vous qu'il y a toujours dans la tête ce qui s'était passé un siècle plus tôt, le 1er janvier 1804, quand après 13 ans de combat, Haïti des esclaves noirs se sont révoltés et ont pu non seulement vaincre leur maître, et ont vaincu l'armée anglaise, l'armée française pour prendre leur indépendance. Et donc le système colonial européen se devait de réagir, et réagir avec beaucoup de violence, et d'où en Namibie on parle de 80 000 morts suite à une attaque qui n'a fait que, j'allais dire entre parenthèses, que 150 morts allemands. 80 000 morts d'un côté, 50 000 morts de l'autre. C'est quand même 80 000 morts, pardon, c'est de la barbarie. Écoutez, vous allez exactement là où je voulais venir. Parce que la disproportion est une constance des crimes coloniaux. Je vous remercie d'avoir souligné cela. Donc, je voulais venir sur ce cas. Parce que, vous le voyez aujourd'hui à Gaza, et c'est pour ça qu'il y a une similitude. Moi, je dis qu'il y a un trait d'union qui va de Herero, parce qu'il y avait les Herero et les Nama, le massacre, la disproportion des victimes est contenue. Vous avez donné le chiffre, je vous remercie vraiment parce que c'est là que je voulais venir. Et vous verrez ensuite, quand les Juifs seront massacrés, la disproportion est la même. Et aujourd'hui, vous voyez que si on pourrait fermer les yeux et dire que tout le monde accuse le Hamas avec ce qui s'est passé, mais la disproportion est une constante et pour soi-disant quelques milliers, centaines de victimes israéliennes, on a après aujourd'hui, selon le chiffre de l'ONU, plus de 60 000, et il y a une étude anglaise, je crois que c'est de Lancet, qui dit qu'il y aura plus de 200 000 morts. On ne sait pas ce qui se trouve encore sous les décombres. Donc la disproportion est énorme. Donc je voulais un peu venir, je vais m'arrêter sur ce premier point. Si vous permettez, je pourrais redonner ensuite quelques éléments pour montrer qu'il y a une continuité. C'est vraiment une continuité même humaine. C'est-à-dire que ceux qui ont perpétré le massacre des Herero, on les retrouve biologiquement dans le massacre des Juifs en Namibie. Je vais vous donner 3 exemples pour terminer. Vous connaissez certainement M. Hermann Göring. Hermann Göring qui était le bras droit de Hitler. Son père s'appelait Heinrich Ernst Göring. Et Heinrich Göring était déjà en Namibie. Il a été le premier commissaire impérial de l'Empire allemand en Namibie. Donc ça veut dire que le petit Göring est né, et il a sucé le lait de l'idéologie coloniale, de la mission soi-disant civilisatrice de l'Europe en Afrique et de l'extermination par la force des choses.
Le deuxième nom que je voudrais vous donner, et qui est lui aussi très peu connu, alors que ça mérite que ce soit connu dans l'histoire universelle de l'extermination, c'est Franz Ritter von Epp. Ce monsieur était un officier allemand en Namibie. Mais figurez-vous que non seulement il a été officier en allemand en Namibie, mais plus tard, il deviendra un haut responsable nazi. Donc, il y a un lien personnel direct entre le génocide des Herero, des Nama, et le génocide des Juifs. Et enfin, il y a un qui s'appelait Karl von Ludwig, L-U-D-T-W-I-T-Z, qui était donc le père d'un général de la Wehrmacht qui s'appelait Smilio von Ludwig, et qui ont donc contribué par l'enseignement, si vous voulez, si on peut parler ainsi, l'éducation qu'ils ont eue de l'extermination, en commençant par la Namibie, s'est ensuite prolongée contre les Juifs. Et pour terminer très rapidement, je veux dire ceci. Si on s'était levé contre l'extermination, contre le crime atroce en Namibie et en Nama, contre les Herero et les Nama, il est probable que l'opinion internationale n'aurait pas accepté les crimes, aurait eu une action préventive contre le génocide des Juifs. Donc le fait d'avoir laissé passer ces génocides précédents a non seulement préparé le chemin pour le génocide des Juifs, mais l'a plus ou moins facilité. Et aujourd'hui, en action en revers, et je termine par ce que j'avais commencé, l'enseignement du génocide des Juifs, puisque c'est ça ce qui omnibule l'Europe occidentale et le monde occidental, est un enseignement vicié, un enseignement malhonnête, parce que, comme je vous disais, on vous montre le film à partir du milieu. Or, on doit vous montrer le film à partir du début, et ceux qui vous montrent le film à partir du milieu sont précisément ceux qui ne veulent pas que vous ayez une compréhension générale, c'est-à-dire une compréhension humaniste de ce phénomène des crimes communs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup François Dinguet. Et justement, pour contrer cet enseignement vicié de l'histoire, on vous offre une chanson que nous allons écouter ensemble. Pour Abdelghani Boudriès, pour cette chanson de Kitchenja Fakouli, ils ont partagé le monde. Ils ont réellement partagé le monde. Ils ont partagé Africa, d'où la barbarie coloniale, Dr Amar Belkhouja. Oui, effectivement, il y a une bonne vingtaine d'années, je me suis soucié de contribuer à l'écriture de l'histoire, mais l'histoire, je ne voudrais pas qu'elle soit limitée uniquement au niveau de notre pays, mais concernant toute l'Afrique. Alors, barbarie coloniale en Afrique, il y a une bonne vingtaine d'années. C'est pour ça que je suis un peu réconforté aujourd'hui pour cette initiative de convoquer une conférence internationale africaine sur les crimes coloniaux commis en Afrique. Alors, en Afrique, je passe en revue le Kenya, la Côte d'Ivoire et Madagascar. Madagascar, après le génocide commis contre Sétif, Khrata également, en 1945, 3 années après, en 1948-1949, 89 000 Malgaches, dossier que je traite dans ce livre, 89 000 Malgaches ont été massacrés par le système colonial à Madagascar. Mais c'est effroyable, c'est effroyable. Il y a la destruction massive de l'être humain, il y a le dépouillement des territoires de leurs biens, il y a tentative de dépersonnalisation aussi, ça c'est très important. Je dirais que cette conférence, il y a un grand Africain qui doit être réconforté dans sa tombe, parce que je présume et je considère qu'il a été le précurseur de cet événement historique, c'est le docteur Frantz Fanon. Lequel Frantz Fanon était un peu le précurseur et celui qui a insisté à ce que cette Afrique soit unie parce qu'elle a un passé commun, mais aussi un présent commun, un futur commun. Rendons hommage à Frantz Fanon qui a semé cette idée de réunification. Nous partageons l'économie, cet échange pour essayer de former un bloc important avec lequel on doit compter, avec lequel
je passe un peu au premier moment de la colonisation. Les premiers moments de la colonisation ont été caractérisés par le massacre collectif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme politique, celui qui a initié les invasions contre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ou toute l'Afrique, avait ce comportement délibéré qu'il fallait passer par le massacre collectif. Et très tôt dans notre pays, l'un des premiers massacres collectifs a commencé le 27 novembre 1830 à Blida. Et puis ça va continuer, une succession de meurtres collectifs, de tentatives génocidaires. Et puis je reviens un peu à la notion de l'origine de l'humanité. Cheikh Anta Diop, qui lui, un érudit, apporte la preuve par neuf que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela les dérange beaucoup. Ça leur fout un peu ce complexe parce qu'ils veulent incarner tout. Vous ne pouvez pas incarner tout, puisqu'aujourd'hui, l'Algérie, les récentes découvertes archéologiques ont encore de nouveau confirmé la thèse apportée par Anta Diop, que l'Afrique, que l'Algérie reste le berceau où naquit un peu l'origine de l'homme. Vous avez parlé justement de certains cas. On a eu M. François Dengué sur le cas de la Namibie. Vous avez cité Madagascar. Il y a eu également le Congo belge. Au-delà des massacres, il y avait cette politique de l'horreur. Les revenus si on prend le cas du caoutchouc, ont été multipliés par 700 grâce, entre guillemets, cette politique. On coupait les mains pour inciter les mains des épouses des travailleurs. Ah, les amputations des par mains. milliers. Oui. Et ce qui est curieux, entre les guillemets, c'est que le Congo est devenu propriété privée du roi Léopold II. C'était un acte que ce territoire était une appartenance privée au roi. Vous remarquez un peu tous ces anachronismes introduits par la démarche et par le comportement de ceux qui dirigent. Alors, moi j'ai insisté sur une chose. Ce qu'il faut faire, il faut être très prudent pour ne pas dissocier celui qui porte le sabre, ou le fusil, ou le canon, de celui qui dirige la politique. Il faut les mettre dans le même box des accusés. Aussi bien l'homme politique qui dirigeait un peu les opérations que Bugeaud, la Mauricienne qui portait le sabre. Donc, ils ont cautionné. Parce que le problème, le phénomène dont il faut se préserver, c'est que pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance, l'armée française vous dit, oui, les officiers supérieurs vous disent, nous sommes une armée disciplinée, mais vous partagez ce crime avec les hommes politiques, avec Lacoste, avec Soussel, avec De Gaulle. Et j'apporte à propos de terminologie, j'ai discuté ce matin avec mon confrère Hamid, c'est que il y a des criminels militaires, porteurs de sabres et de canons, mais il y a des criminels politiques. Et les criminels politiques, il faut les accuser, il faut leur dresser les portraits. Et je citerai Soustel, je citerai Lacoste, je citerai beaucoup d'hommes politiques, je citerai Mitterrand, qui n'a jamais signé un recours en grâce aux jeunes Algériens qu'on menait à l'échafaud pour les décapiter. Donc il y a des criminels politiques. Et il y a une réaction peut-être par rapport, vous avez parlé du Congo, de Léopold II, roi des Belges, qui a été le premier bénéficiaire de la conférence de Berlin, 26 février 1885. Il y a eu des bénéfices pour les Belges, mais qui se sont partagés tous les pays européens pour mieux exploiter l'Afrique. Vos réactions aux deux? Moi, je voudrais d'abord réagir sur quelque chose d'extrêmement important que vient de dire M. François Dengué. Voilà. Il a fait un parallèle que je fais également actuellement. Je crois que lorsqu'on est né
de parents tortionnaires, colons, tout ça, il y a quelque chose qu'on a pris au biberon. Donc il y a une sorte de génétique, entre guillemets, une génétique coloniale. Et le schéma se retrouve actuellement. Quand on voit, par exemple... Il faut prendre la peine de le définir. Hein. Oui. La peine ou le peine. Oui, oui. Alors il y a elle en premier lieu. Donc il y a cette Le Pen. Elle est qui? Elle est la fille d'un tortionnaire. Donc elle a vécu dans une certaine forme de colonialisme qu'elle souhaiterait maintenir. C'est une nostalgique du colonialisme. Voyons également Rotaillot. C'est la France de père. papa. Oui, bien sûr. Le Rotaillot, c'est un fils d'OAS. Donc le cliché négatif, il le reproduit. Voyons tous ces gens qui sont dans le gouvernement français. C'est des enfants ou des petits-enfants de Harki. Donc ils reproduisent le schéma négatif. J'ai l'impression qu'ils puisent leur vie de tous les jours et leur vie politique des crimes qu'ont commis leurs parents. Et là, j'adhère complètement au développement ou à l'analyse qu'a fait Monsieur François, François Dengui. Il est camerounais, il est d'un pays qui a également subi ces Ils actes. sont tous faits de la même étoffe. Oui. Ils sont tous, et maintenant la droite, si vous voulez analyser les gens de la droite, ce sont tous les enfants et petits-enfants des OAS d'Algérie. Ou des militaires, donc des génocidaires. Et ils gardent ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas dans leur sang, mais dans la mémoire, parce qu'il y a une transmission historique qu'ils ont fait à leurs enfants. Mais à côté de cela, eh bien nous aussi, on a une transmission historique. C'est que nos parents nous ont toujours mis en demeure de ne pas fréquenter les Européens, de les combattre, parce que ce sont nos ennemis. Ils sont venus prendre nos femmes, nos hommes, nos enfants, nos terres, nos biens, et aujourd'hui, on se retrouve l'un en face de l'autre, chacun avec sa politique. Pour les uns, c'est la mémoire et l'oubli, et pour nous, c'est la mémoire sans l'oubli. C'est ça le canevas qui va développer l'esprit anticolonial ou l'esprit lutte contre le néocolonialisme. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est très important, nous avons donc ceux qui agressent, c'est le colonialisme, il y a ceux qui répondent à cette agression, donc c'est les révoltés. C'est vrai qu'ils ont été décimés parce que les armes n'étaient pas les mêmes, la puissance n'était pas les mêmes, la politique n'était pas les mêmes, l'organisation n'était pas les mêmes. Ils étaient en suprématie par rapport à nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? C'est que ces enfants anticolonialistes de l'époque et ces petits-enfants anticolonialistes ont fait une prise de conscience historique extraordinaire. Et ils ont compris qu'il faut d'abord libérer la terre, puis libérer l'homme. Et c'est là où nous sommes. Mais entre les deux, comme disait tout à l'heure Belkhouja, il avait tout à fait raison. Il ne faut pas croire que nous sommes sortis du colonialisme. Aujourd'hui, ils sont en train de maintenir le colonialisme dans d'autres formes actuelles. Ce n'est plus la guerre par les armes, par le sang, mais c'est la guerre par nos enfants. C'est le néocolonialisme. Et on le voit très bien en Afrique. Il y a certains pays avec certains dirigeants émergents qui parlent d'une décolonisation totale, mais ils sont quand même entravés dans leurs procédures, dans leurs travaux, par des néocolonialistes fabriqués par l'école française, maintenus dans l'école française et maintenus comme gouvernants, donc dans leur propre pays, comme les pions de la France pour maintenir la projection historique et coloniale dans cette Afrique. Et vous voyez actuellement, en Afrique, on le voit moins chez nous, beaucoup moins, mais en Afrique, on voit par exemple un président qui est anticolonialiste et qui lutte pour libérer économiquement et matériellement son État, mais psychologiquement, il n'arrive pas encore à toucher l'esprit de tout le monde pour avoir l'adhésion de tout un peuple contre une histoire historique. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. J'avais commencé en vous disant que le colonialisme a eu un début. C'est vrai. On va prendre 1830 chez nous. Il a eu une fin
en 62. Donc c'est des actes matériels qu'on a pu détruire, qu'on a pu effacer, etc. Mais après, et après c'est comment? C'est comment ça se passe comment? Eh bien après, et même juste avant, quand ils ont compris que l'Algérie, par exemple, allait vers une indépendance, ils ont créé des forces, ils ont créé des armées, ils ont créé plein de Un choses. système de pensée. Exactement. Et De Gaulle avait dit à un certain moment, sa phrase c'était « Déserter avec armes et bagages, demain quand l'Algérie sera indépendante, j'aurai besoin de vous pour continuer notre mission ». Donc vous voyez, c'est très pernicieux. C'est pour ça que je dis la France, quand je parle de l'Algérie par exemple, même dans les autres pays, c'est un pronostic qu'ils font. Donc ils font des projections sur 50, 100, 200 ans, ce que nous allons faire de ce pays qui nous a échappé politiquement, mais qui ne doit pas nous échapper économiquement. Et le pillage continue. Tout à Le fait. pillage continue, C'est- pillage c'est des vrai. ressources, Oui. pillage économique. Mais bien sûr. Et pas que, je voudrais vous faire rebondir sur une question. Vous avez totalement raison, Maître Ben Braham, de dire diviser pour régner, mais aussi diviser dans la barbarie africaine. Ça a été au fait d'utiliser la force africaine, les jeunes hommes africains enrôlés de force pour aller servir, comme les tirailleurs sénégalais, dans d'autres pays africains. Faire tuer des Africains par d'autres Africains, c'est le summum de la barbarie. Oui, tout à Très fait. juste. Tout à fait. C'est faire une nouvelle guerre avec de nouveaux moyens qui ne coûtent pas cher. Qui ne coûtent pas cher. Ils ne perdent plus leurs enfants, ils n'utilisent plus leurs armes, sauf dans les cas où il y a une expérience sur une arme, c'est-à-dire ils vont l'expérimenter chez nous, n'est-ce pas? On va le voir tout à Voilà. l'heure en deuxième heure. Mais effectivement, vous avez totalement raison, c'est ça le néocolonialisme. C'est un colonialisme qui reste encore, n'est-ce pas, dans le pays, mais qui n'a pas la forme du colonialisme. Néocolonialisme, c'est colonialisme à l'intérieur d'un pays décolonisé. C'est très, très, très pernicieux et je pense qu'actuellement, il faut combattre le néocolonialisme. Et lorsque j'ai été installé pour en tant que président du réseau algérien de lutte contre la pensée coloniale et le néocolonialisme, la vision était lointaine. Quant à la pensée coloniale, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on a souvent dit en Algérie que, bon, notre langue c'est l'arabe, c'est tout à fait, mais il fallait effacer la langue française. Je crois qu'il faut aller très très loin pour comprendre le pourquoi. Le pourquoi, parce que par la langue française, on maintient la pensée française dans le pays. Et moi, j'ai toujours pris un exemple très simple. Et attention, hein, ils ont bien travaillé avant 62 et après 62 pour maintenir cette pensée coloniale. C'est quoi une pensée coloniale? C'est penser que la France nous a rendu service, elle nous a civilisés, elle a fait de nous les hommes que nous sommes, et donc on doit la respecter, on lui doit même une allégeance tout à fait discrète et secrète, je dirais. Alors, le meilleur des exemples, je le prends chez un enfant. Un enfant qui se fait accompagner par son père au marché. Il va acheter une paire de chaussures. Alors, il n'a que 5 ans, 6 ans. Il ne sait pas ce que c'est que la France, il ne comprend pas ce que c'est, il est complètement en dehors du circuit. Mais qu'est-ce qu'il va dire à son père? Il va lui dire, non, ne m'achète pas n'importe quelle paire de chaussures. Achète-moi une paire de chaussures françaises. Chérie, Sbat nta France. Et alors moi, je me suis posé la question. Cet enfant qui n'a que 5 ans, qui ne connaît pas la France, qui ne sait rien de la France, pourquoi, dans son esprit tout jeune, et à 5 ans, on commence à assimiler, il va dire, je veux une paire de chaussures françaises. C'est parce que la France a tellement travaillé sur ce sujet, elle essaye d'instaurer sa suprématie pour attirer le respect et je dirais même la soumission. Donc déjà très jeune, les gens ne savent pas, mais ils ont quand même cet esprit colonial que la France, vous savez, elle a diffusé dans notre jeunesse, oui, d'ici dans notre jeunesse, avec des moyens pernicieux, quelque chose d'incroyable. Donc ce qu'il faut faire actuellement, c'est lutter contre la pensée coloniale et restaurer la pensée africaine, la pensée algérienne, la pensée tunisienne, etc. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement,
lutter contre le néocolonialisme. Parce que le néocolonialisme, c'est la continuité intellectuelle du colonialisme à travers les pays colonisés et actuellement indépendants. Darham Chouhada, une chanson qui illustre bien ce passé nous concernant et qui illustre une partie des crimes qui ont été commis par la France en Algérie durant la période de colonisation. L'émission donc consacrée aux crimes coloniaux en Afrique se poursuit. À mes côtés aujourd'hui, Hamid Belkacem et nos invités, Madame Fatma Zahra Ben Brahim et Monsieur Ammar Belkhouja. Alors, les crimes coloniaux, il y en a eu plusieurs, sur plusieurs domaines, sur plusieurs segments. Il y a eu l'exploitation abusive des terres et de la ressource humaine, mais il y a eu aussi des massacres. Et quels massacres, j'allais dire! Tous les moyens ont été mis à contribution. On a mis à contribution la science à travers le premier génocide chimique de l'histoire de la guerre, Al-Rawat, 4 décembre 1852. Il y a eu, et vous en avez fait un ouvrage, merci beaucoup, Monsieur Ammar Belkhouja, sur les enfumades du Dahra. Il y a eu on ne dit pas essais, on dit crimes atomiques, crimes nucléaires qui ont touché toute l'Afrique, parce que ce qui s'est passé à Arguen, on le retrouve du Nigeria jusqu'au Tchad et tous les pays autour de la bande sahélo-saharienne. Et peut-être la première tribu qui a été massacrée, Oui. les Aoufia, Les Aoufia. dès le début de la colonisation. Oui, effectivement. Mais si vous permettez, Allez-y. j'ai quelques mises au point. Mise au point, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, que j'appellerais la Deuxième Guerre européenne, dite guerre mondiale, toujours à propos de vocabulaire, de vocabulaire qu'il faut épurer des tendances de manipulation du mental. Je dirais que Hitler n'a pas fait la guerre uniquement contre les Juifs, mais contre l'humanité tout entière, qui a coûté à l'humanité 60 000 morts. Ça, 1. 2. Hamid a évoqué un Pardon, point... 60 millions de morts. 60 000, pardon, oui, Oui, 60 60 millions de millions, morts, pardon. pardon, oui. 60 millions de morts. C'est C'est monstrueux. Oui. effroyable. Un autre phénomène à imputer au colonialisme, c'est ce régime, ce système diabolique, satanique, est parvenu, comme l'a évoqué tout à l'heure Hamid, est parvenu à dresser des colonisés contre d'autres colonisés. Je citerai la grande révolte, la grande guerre du Rif, menée par un légendaire personnage, Abdelkrim al-Khattabi, de 1921 jusqu'en 1926. Ibn al-Khattabi avait en face de lui, pas uniquement les armées franco-espagnoles, mais aussi des auxiliaires puisés dans les colonies, puisés au Maroc même, puisés... Et Abdelkrim déplorait d'avoir en face de lui des Africains, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Ça, c'est encore le procès qu'il va falloir faire au colonialisme qui a produit un peu ces faits anachroniques qu'un Algérien puisse prendre les armes contre un autre Algérien. C'est ce qui s'est passé pendant le 8 mai 1945. Il y avait des tabours marocains, il y avait des Sénégalais, il y avait tout ça. On ne peut pas faire le procès, dire « Ah, on est un peu scandalisé, hein. Mais pourquoi les Sénégalais, les tabours marocains ?» Il faut toujours désigner du doigt de l'index le colonialisme qui est parvenu à faire des choses horribles Alors, je reviens à la langue française. Tous mes travaux sont écrits en langue française. Ça. Et leur contenu prouve que la langue française, tout au moins en ce qui me concerne, hein, et en ce qui concerne beaucoup de mes compatriotes, c'est
avec la langue du colonisateur. On continue toujours à lui faire son procès. Et tout le contenu de mes livres, c'est en langue française. Je ne subis aucunement ce complexe de dire que je suis cérébralement parlant soumis à un néocolonialisme. Monsieur Belkhodja, permettez-nous de nous dire et de rappeler à nos auditeurs que la déclaration du 1er novembre a été rédigée en français oui. pour que le colonisateur comprenne. puisse la comprendre. Vous n'avez pas à avoir de complexe. Non, pas du tout. Hein. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un membre un officier de la LN, originaire de Tiaret, qui a été enlevé le 12 janvier, à 2 mois du cessez-le-feu, qui a été enlevé par l'OS. Par l'OS, de la prison d'Oran, il a été brûlé vif. C'est Hamdani Edda. Oui. Ce qui a revendiqué le crime, qui c'était Edmond Jouot, qui avait la responsabilité des commandos, des tueurs de l'OS dans toute l'Oranie. J'ai écrit un ouvrage sur Hamdani Edda. Et dans mon fort intérieur, j'ai dit pourvu que Edmond Jouot reste vivant pour qu'il puisse lire mon livre. J'ai souhaité longue vie à l'ennemi de l'Algérie, pour qu'il puisse lire mon livre qui est écrit en français. Parce que s'il est écrit en arabe, Edmond Jouot, je suppose que ça la langue française, le contenu de tous les travaux de ceux qui s'engagent à démystifier, on doit souhaiter que Le Pen, que toute cette fronde d'extrême droite et de la droite et d'extrême droite puisse lire ce que les Algériens sont en train de produire dans la langue de l'ancien colonisateur. Le crime colonial, je l'ai dit. Il faudrait d'abord qu'ils commencent à lire leurs propres livres, hein, Oui. parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Et ils ne lisent pas. Les livres sont écrits par Gilles Montserrat, par Olivier Lecourt-Grand-Maison, par Raphaël Branche, par... Même avant, il y a eu des témoignages, des témoignages Oui, bien sûr, par de l'armée française. Exactement. par Pascal Blanchard, parce que, bien sûr, évidemment, heureusement. La presse française et britannique, si on parle des crimes contre l'humanité, comme ceux commis contre la tribu de Ouled Riyah, la grotte des Farachis, qui avait ému le monde. Et à l'époque, il y a eu des écrits dans la presse espagnole, britannique et même française pour dénoncer la barbarie de la mise à mort de toute une tribu de la tribu de Ouled Riyah. Ça a commencé à Blida le 27 novembre 1830. C'est l'aube des premiers moments de l'occupation. Juste après le débarquement. Oui. J'ai dit tout à l'heure ce matin à Hamid que c'était délibéré, c'était programmé. Ce ne sont pas des dérapages. Ce ne sont pas des dérapages. Des dérapages inconscients des troufions de l'armée française ou des officiers. Tout était programmé. On commence par le massacre des habitants de Blida, on continue avec les Aoufia en 1832, sous la direction de sinistre gouverneur général, le duc de Rovigo. Il faut faire peur pour éviter toute forme de contestation. C'est ça. C'était la stratégie à adopter. Oui. Non, Charles-André Julien, qui vous dit que les enfumades étaient une méthode adoptée par l'armée française, par les dirigeants politiques de la France, pour accélérer toute cette tentative de génocide contre le peuple algérien. Alors, il y a les Ouled Riyah à côté de Mossaganem, 4 enfumades, 2 emmurements et 2 enfumades. Du côté de Ténès. Mais l'investigation doit se poursuivre parce que les enfumades ont parsemé, ont émaillé tout le territoire national. Là, il va falloir poursuivre la recherche et dire que l'enfumade, c'est-à-dire faire enfermer toute une tribu à l'intérieur d'une grotte et les enfumer, que c'était une méthode barbare, inacceptable, qui ne doit pas honorer l'humanité ni la civilisation française. Et aujourd'hui, la société française, le jeune Parisien, Lyonnais ou Marseillais, doit avoir le courage
de jeter un coup d'œil sur ce passé honteux, sur ces pages noires de la colonisation, pour renier le colonialisme, renier l'empire colonial, parce qu'il y a cette image de dire, ah oui, la nostalgie de l'empire colonial. Mais les empires coloniaux, anglais, français ou belges, ils ont apporté le malheur à l'humanité, ils ont apporté le malheur. Alors, les Ouled Riyah, les Aoufia, et les Aoufia, deux petites histoires malheureuses, répréhensibles, condamnables. C'est que le chef de la tribu de Aoufia, on le fait traduire devant un conseil de guerre et il est condamné à la décapitation, qui se fait en public à Bab Azoun. Et on tranche la tête de ce vieillard qui n'a rien fait parce qu'on a accusé la tribu d'Ouled Riyah d'avoir commis... D'avoir volé le Burnous rouge, parce qu'il faut remettre les choses en place. Oui. C'est quoi le Burnous rouge? Excuse-moi si je te coupe, parce que c'est un élément qui est extrêmement important. C'est pour voir un petit peu la légèreté avec laquelle on assassine délibérément. Alors, il s'agit de quelqu'un qu'on a fait venir, je ne sais plus de quelle région, parce qu'on ne sait pas, pour qu'il prête allégeance à la France. Et donc, quand il a donné son accord, on l'a investi d'un Burnous rouge. Et il s'en est allé le plus simplement pour retourner dans sa tribu, dans son village, je ne sais plus quoi. À Biskra. Biskra. C'est à Biskra. Et alors, en passant par El Harrach, il y avait des larcins, des gens qui lui ont tout simplement enlevé le Burnous rouge parce qu'il aura plu. Ils lui ont enlevé le Burnous rouge, c'est tout. C'est même pas des éléments mais la symbolique, c'est quoi? La France l'investit du Burnous rouge, donc c'est l'allégeance. Les Algériens d'El Harrach lui enlèvent le Burnous rouge. Pour la France, c'est pas un vol, c'est le refus de cette allégeance, et donc il fallait réprimer par le crime, et vous avez vu le nombre de personnes qui ont été tuées. Donc il est intéressant d'aller toujours vers le fond des choses. Je retournerai peut-être, si vous me permettez, sur la langue française. Écoutez, au fond, tu connais les gens que tu as cités, je les connais, ce sont nos amis, on travaille ensemble, etc. Mais il y a d'autres Français qui vous disent, oui, mais nous, on vous a civilisé, on vous a appris la langue française. Je leur dis, oui, vous avez bien fait de nous apprendre la langue française. Mais aujourd'hui, on utilise cette langue française. Et vous savez pourquoi? C'est pour démontrer vos mensonges historiques, parce que la France a parsemé son histoire coloniale par des mensonges. Il n'y a que 20 ans à peu près, depuis 20 ans simplement, que nous sommes en train de dépoussiérer l'histoire en allant vers des recherches très profondes dans les archives et en récupérant la vérité. Et donc, la langue française liée aux archives coloniales nous permettent aujourd'hui de lever ce qu'on appelle les secrets d'État qui sont gérés par des lois. Alors, les secrets d'État, on va les écouter tout à l'heure avec Christophe Lafaille pour parler la guerre des grottes. La guerre des grottes. Je rappellerai juste entre parenthèses à M. Berhoudja que il y a eu les grottes des Farachiches où on a enfumé la tribu des Ouled Riyah. Il y a eu Ain Mered où on a mis un mur pour laisser mourir vivants du côté de Ain Mered, les asphyxier. Mais ce procédé a continué avec la France dans une autre colonie, la Nouvelle-Calédonie, avec la grotte d'Ouvéa. La gendarmerie française a assassiné des opposants du FLN. KS, le Front de Libération Nationale, canal socialiste. Rebondir sur ces crimes-là nous amène à parler de l'Orwat, 4 décembre, on n'en est pas très loin, 1852, le premier génocide chimique de toute l'histoire de la guerre Maître Ben Barah. Eh bien, ça n'a pas été facile de le prouver. Ça n'a pas été facile, et moi j'ai mis des années pour arriver à une toute petite preuve de rien du tout. Alors, beaucoup vous diront, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais, si on revoit les déclarations des militaires, ou les écrits qu'ils faisaient à leurs parents, parce que ça, c'est des sources d'investigation qui sont extrêmement importantes. Elles sont rares, mais elles sont extrêmement importantes. On va partir de certains militaires qui ont déclaré qu'à un certain moment, ils ont vu une sorte de fumée verte
qui s'élevait dans l'un des murs d'enceinte de la cité, c'est-à-dire de la ville. Qui était imprenable, et c'est pour ça qu'il y a eu Exactement. retour à. Exactement. Et donc, on s'est posé la question longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette lumière, cette Fumée couleur verte? Et les chimistes nous ont expliqué que le chloroforme, quand il brûlait, il dégageait une odeur verdâtre. Donc c'est le premier lien que nous avons eu. Et après, il fallait développer, il fallait faire des recherches. Et là, on est allé vers la guerre de Crimée. Donc c'est l'année d'après, 1853. Et dans la guerre de Crimée, on reprend l'usage du chloroforme qui, à l'origine, n'était pas un instrument de guerre, c'était pas une arme de guerre. C'est un anesthésiant. C'était un anesthésiant pour les femmes qui accouchaient, qui avaient beaucoup de douleurs. On leur administrait ça. Et après, c'était pour les militaires, pour les amputés, etc. Donc, il fallait. Donc, c'est un produit qui était un bienfait pour l'humanité. Ils l'ont transformé en méfait pour l'humanité. Et dans la guerre de Crimée, justement, cette même couleur se dégageait. Et là, Verte, pour la ouais. première fois, la France a reconnu l'usage du chloroforme dans la guerre de Crimée. On parlait de vérité historique. Moi, je suis spécialisée sur le droit de l'histoire. Et donc, je vais très loin dans les recherches, un petit point de rien du tout peut vous mener vers une grosse vérité, une vérité tonitruante. Et là, on va s'apercevoir qu'à aucun moment, la France n'a déclaré avoir utilisé le chloroforme en Algérie. Ce qui fait que la première expérience française pour l'usage du chloroforme à travers le monde, c'est l'Algérie. Ah, vous le confirmez? Je le confirme à 1000% parce que 1853, la France ne reconnaît que ce génocide, l'usage du chloroforme dans la guerre de Crimée. Mais Il si on n'en parle parle pas de la guerre d'Algérie. d'un véritable génocide, vu l'ampleur des massacres, Tout à fait. à Am el-Khalia, à Am Shkara, C'est ça. la population de l'Rouat, ville imprenable, citadelle imprenable, a été vidée de ses habitants, tués au chloroforme. C'est ce qu'on appelle le premier, on pourrait appeler, Génocide. chimique dans l'histoire. Voilà, dans toute tout à l'histoire. fait. En toute tranquillité, vous pouvez dire ça, mais je voudrais souligner quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'âme du combattant algérien, c'est une âme sacrée. Dieu l'a protégée. Figurez-vous que les animaux, par exemple les corbeaux, tout ça, les chiens, ne sont pas restés dans la ville. Ils n'ont pas mangé les corps. Les corps des martyrs sont restés intacts. Et qu'en ont-ils fait? Eh bien, là aussi, l'œil du juriste est parfois intéressante. Nous avons été chercher les croquis. Vous savez que il y a les peintres des guerres qui suivent donc les garnisons, les guerriers, etc. Ils font les tableaux. Et il y a ceux qui font les croquis. Et nous avons trouvé sur des planches, ici et ailleurs en France, nous avons trouvé un puits. Ce puits, il y a eu 600 personnes, selon les déclarations des militaires de l'époque, qui ont été jetées dans ce puits. 600 personnes jetées dans Dans des les puits en décembre 1852 à la Rouat. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le croquis, il y avait 3 puits. Les 2 autres, je ne les ai pas trouvés. Mais le 3e puits, comment je l'ai reconnu? Parce que lorsqu'ils ont fait ces croquis, il y avait donc, il était à peu près de la taille de ça, parce que les puits, c'est des puits communs. Ouais. Et il y avait comment on appelle ça? Un palmier qui était Incliné? courbé. Ouais. Très courbé. Il y avait 3 palmiers, dont ce palmier qui est courbé, qui était courbé. Et en faisant les croquis, ils ont reproduit exactement l'emplacement du puits, plus le palmier lorsque- incliné. Voilà. Lorsque nous avons été faire la conférence à Rouat, Rouat. parce que cette année seulement, je n'ai pas pu la faire pour des raisons d'absence du territoire algérien, mais sinon, c'est tous les ans, on l'a fait. J'ai tenu à visiter. Et c'est un square. Et je retrouve cet arbre penché. Je m'arrête et je dis, cet arbre, c'est un arbre historique, Témoin. un arbre témoin.
Et donc, il y avait avec les autorités, etc. Et on a commencé à discuter avec les anciens, qu'est-ce qu'il y avait ici? Et on me dit, il y avait un puits. Et c'est dans ce puits que nos ancêtres ont été tués. 600 d'entre eux au moins. Voilà. Dans un seul puits, hein, il y en avait 3. Les autres, j'avais demandé à ce qu'on classe ce puits ou qu'on mette un écriteau ou quelque chose, une plaque commémorative pour dire ici gisent des milliers d'Algériens, parce qu'on ne sait pas le nombre. Dans celui-là, il y en avait 600, mais dans les autres, on ne peut pas jeter dans les puits. Je souhaiterais que le ministère des Moudjahidines puisse faire cet effort et reconstituer l'histoire. Et on reconstitue l'histoire à travers les puits, mais aussi les grottes. Il y a eu la guerre des grottes, il y a eu une guerre chimique contre les combattants de la LN qui utilisaient les grottes pour soigner les blessés des bombardements français. Et on va écouter peut-être Christophe oui. Lafarge. Mais je souhaiterais qu'il ait fini pour qu'on puisse l'utiliser. On va l'utiliser, on va l'inviter en Avec votre plaisir. compagnie, les deux, Avec dans une plaisir. prochaine émission, Inch'Allah. Inch'Allah. On écoute Christophe Lafaille. Il a fallu attendre la fin des années 90 et ce sont les anciens combattants français de ces sections armes spéciales qui ont commencé à témoigner, qui ont commencé à écrire sur ce qu'ils avaient vu et vécu en Algérie. Et ce sont eux qui ont véritablement posé les premiers le sujet. Mais les historiens, là encore une fois, ne se sont pas forcément saisis tout de suite de ces témoignages pour travailler sur la guerre chimique. Il a fallu attendre la fin des années 2010, aux alentours de 2021, pour qu'il y ait vraiment un premier travail universitaire de lancer sur le sujet. J'ai eu la connaissance de l'existence des sections armes spéciales lorsque je travaillais sur ma thèse qui a parlé de l'armée française en Afghanistan. Je suivais l'entraînement des militaires français qui se préparaient à partir pour l'Afghanistan et à cette occasion, l'armée étudiait de nouveau les capacités, les techniques mises en œuvre en Algérie. Et à l'occasion donc de la préparation d'une unité spécialisée dans le combat souterrain, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient des retours d'expérience des sections armes spéciales en Algérie. Alors bien sûr sans utiliser le chimique, parce que la France est signataire depuis 1993 du traité d'interdiction des armes chimiques, mais en tout cas, ils réutilisaient des archives qui parlaient des opérations souterraines et des combats souterrains pour se préparer. Donc j'avais noté cette information et quelques années plus tard, en 2015, j'ai rencontré M. Yves Carnigno, que l'on voit dans le film, qui est cet ancien combattant qui a eu une grave intoxication pulmonaire suite à l'utilisation des armes chimiques. Et c'est grâce à lui que j'ai compris la composante chimique de ces sections armes spéciales et le caractère dangereux que ces gaz pouvaient avoir à la fois pour les Algériens et Algériennes réfugiés dans les grottes. Et j'ai décidé en 2021 de faire de cette guerre chimique mon sujet de mémoire inédit d'habilitation à diriger les recherches. Et j'ai bien évidemment tiré parti du réseau des anciens combattants pour collecter leurs témoignages, collecter leurs archives privées, parfois aussi collecter leurs photos. Donc j'ai un corpus d'archives privées qui est très important. Et je suis aussi allé du coup vers les archives publiques pour retrouver les traces dans les archives officielles de la France de cette guerre chimique. Des archives officielles de la France qui ne sont toujours pas consultables, en grande partie, une réaction à cette guerre cachée, la guerre des grottes, l'utilisation d'armes chimiques, après que la France ait eu à en pâtir durant la première, déjà, l'hypérite, Deuxième Guerre mondiale, mais bien après, elle a utilisé cette arme chimique contre les Moudjahidines de la LN. M. Belkhodja d'abord, une réaction à cette guerre chimique très récente. Ça a commencé avec les grottes pendant les premières années de l'invasion des Français dans notre pays, avec les Ouledriah. Ça continue pendant la guerre d'Algérie, parce que lorsque les populations, moi j'ai travaillé sur le Ghar l'Ayachin. Ghar l'Ayachin, c'est dans l'Ouersenis. En 1959, en pleine guerre d'Algérie, les populations essayaient de trouver des abris.
des abris, même avec les moudjahidines blessés, on utilisait un peu ces grottes. Eh ben, les grottes ont été obstruées, on les a enfermées, on les a asphyxiées, et puis avec des méthodes de maintenant modernes, hein, pendant les ouledriyah. C'était les arbres, c'était le phosphore, le kibrit, comment Oui. on appelle ça Le soufre. Le soufre. Le soufre. Oui. Pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance, c'est des instruments modernes, hein, avec des tuyaux, et on commençait à les actionner pour produire. C'est les aspects positifs de la civilisation française Oh qui oui. nous a fait bénéficier Oui. de toute sa C'est ce technologie. qu'ils Oui. disent, c'est ce qu'ils disent, Oui. c'est ce qu'ils croient. Et j'ai eu les témoignages de rescapés, hein, de rescapés. Hein. Il y a des personnes qui ont perdu la vue, qui ont perdu la vue parce qu'ils avaient avalé. Donc il y a beaucoup Cécité d'effets post-traumatique. sur la vue, la vision, d'effets sur l'appareil pulmonaire. C'est effroyable. Je reviens un peu à ces comportements malsains. Pendant qu'on décapitait le vieillard, le chef du tribu des Aoufiya en avril 1832, un docteur est venu sur les lieux pour leur dire: je voudrais faire une expérience sur la tête de ce décapité, de ce Sur vieillard. le cerveau surtout, c'était le cerveau qui les intéressait. On était pour eux des Oui, sous-hommes, on ne pouvait pas réfléchir. Il a introduit une sorte d'entonnoir sur dans l'oreille du décapité, et il commençait à lui crier. Mohamed, ou je ne sais pas comment il pouvait l'appeler à l'époque, hein, est-ce que tu m'entends, hein, pour voir si la tête décapité du tronc pouvait garder un semblant de vie. Bon. Sur les lieux, ce qui est encore plus diabolique, c'est qu'il y avait une artiste peintre qui leur dit: est-ce que vous pouvez me céder la tête de ce décapité? J'en ai besoin pour terminer un tableau. Quel tableau? Tableau macabre. Hein. Elle devait dresser le portrait de Youssouf, un mercenaire, hein, qui vient de Sicile, et un sabreur. Youssouf, qui, à chaque fois qu'il pénétrait dans un douar, c'était la tête d'un Algérien plantée sur sa lance pour terroriser les populations locales et leur dire: voilà le sort qu'on va vous réserver si vous n'acceptez pas la domination, la soumission. Elle avait besoin d'une tête humaine, réelle, pour la planter, pour essayer de terminer son... Je reviens à ces pratiques. En faisant un saut dans le futur. Pendant qu'à Serkeji, on actionnait sans répit la guillotine. Il y avait un docteur qui venait de l'hôpital Mustapha, ceci en 1957, 58, 59. Hein. 1832, on utilise la tête du chef de tribu des Aoufiya. En 1957, 58, 59, un docteur européen, français, venait pour leur dire: j'ai besoin des têtes, il ne faut pas enterrer les corps et les têtes. Et il prélevait sur les têtes, ceci pendant la guerre d'indépendance, les cornets, pour les transplanter sur des malades européens hospitalisés. Donc, on utilise la tête pour un tableau, pour dresser le portrait d'un grand criminel, d'un sabreur, Youssouf. On fait l'expérience si la tête pouvait garder un semblant de vie en soufflant dans son oreille. C'est des pratiques. Alors, le bilan culturel, si vous permettez, mes chers amis, le bilan culturel, lorsque les Français ont quitté ce grand pays, ce prestigieux pays de Jugurtha et d'Abdelkader, quand ils l'ont quitté, à propos du bilan culturel et civilisationnel, nous étions illettrés à 95% dans la langue française et dans la langue arabe. Alors qu'on était beaucoup plus, vous avez parlé de cette décapitation de la tribu des Aoufiya au bord de l'Oued el-Harrach. Il y a eu les décapitations durant la guerre de libération nationale, mais l'utilisation des crânes, dont une partie est restée de l'autre côté de la Méditerranée, a été utilisée, tenez-vous bien, pour blanchir la betterave sucrière, et c'est pour cela que l'émir Abdelkader avait interdit
aux Algériens La la consommation de sucre. Il est important de le Là, rappeler. C'était bien avant, c'était bien Oui. avant. Je voudrais revenir, parce que le sujet m'intéresse particulièrement, sur ce qu'a dit Belkhouja. Effectivement, quand il y avait donc des affrontements militaires avec les résistants, parce que la terminologie est très importante. On prenait les crânes, effectivement. Il y avait une étude anthropologique. Donc, il y avait les médecins militaires, les colonels, qui prenaient les crânes et ils essayaient de savoir si le cerveau des autochtones était identique au cerveau des colonisateurs. La question est de savoir pourquoi. Expérience biologique. Là, la expérience biologique, c'est beaucoup plus grave que ça. Parce que pour eux, il était inconcevable qu'une armée aussi forte que l'armée française se fasse massacrer également militairement sur le combat, avec une stratégie. Avec un simple bâton ou une simple épée. Ils se sont dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur crâne pour pouvoir nous vaincre avec pratiquement rien du tout. Et beaucoup d'expériences, et moi j'ai une série de déclarations de médecins qui disent on a décortiqué ce cerveau et en fait ils l'ont pesé, ils l'ont repesé, ils l'ont mis à sécher, ils l'ont repesé encore et ils n'ont pas réussi à savoir si c'était un cerveau inférieur au leur ou supérieur. S'il était de toutes les façons, ils ne l'auraient pas dit. Alors votre question c'était donc de... On va y arriver. Il était je pense que L'utilisation des ossements humains. Ah oui, c'est ça. Pour Mais ça a blanchir. commencé bien avant, dès la pénétration de l'armée française en Algérie. Et le premier cimetière qu'ils ont déplacé, c'est le cimetière qui est juste tête Sidi Abdelrahman, Tahalibi, c'est-à-dire de la rue, comment on appelle ça enfin, je sais pas, maintenant ça a un nom. Et là, c'était un très grand cimetière, c'était le cimetière d'Alger. Donc tout le monde allait enterrer ces Bebloued, ces morts là-bas. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour effacer complètement l'existence de cette race qui est la nôtre sur le bord de la Méditerranée? Alger, c'était une ville d'eau, c'était une ville puissante. Donc ils ont pris la terre des cimetières, et ils l'ont transportée vers la France. Et là, il y a eu un médecin, un expert, qui a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait dans cette terre. Et il a trouvé des ossements. Il en a fait un rapport, il a transmis. Que s'est-il passé par la suite? On n'en sait pas trop. Mais effectivement, nos os ont été utilisés pour l'industrie chimique du sucre. Effectivement, mais moi je trouve que c'est très macabre parce que ce sucre n'était pas destiné aux Algériens, il était surtout destiné aux Français. Donc ils n'ont rien trouvé d'autre que faire que manger des corps algériens et des squelettes algériens, qu'il leur reste en travers du de la gorge, cannibalisme. décennie après décennie, génération après génération, et je crois que leur malheur ne s'arrêtera jamais. Inch'Allah. On n'a pas d'atome crochu avec le colonialisme en terre algérienne et africaine. Nous n'avons pas d'atome crochu avec l'entité sioniste. Et pourtant, en parlant d'atomes argènes, il y a eu des crimes atomiques, mais où l'entité sioniste avait des atomes crochus avec les Français. Toujours dans le cadre de ce que nous venons juste de dire un peu avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre contre la Palestine? Vous vous souvenez qu'il y avait une dame qui avait écrit, après avoir fait une enquête, un livre en disant que les corps qui n'étaient pas rendus à leurs parents, en fait, c'était des corps qui avaient été vidés et remplis par des boules de plastique, etc. Donc, vous voyez que les organes ont été arrachés. Les peaux. Vous vous souvenez? Ouais. On n'avait pas compris au début pourquoi les kilomètres de peau avaient été... un mort ou un vivant a été dépecé. Pourquoi ces milliers de kilomètres, ou de je ne sais pas combien, enfin, on disait des milliers de kilomètres, c'est ce qu'ils disaient, ça, ont été prélevés sur les morts? Eh bien, vous voyez que
tous ces organes deviennent des cellules souches pour la reproduction des cellules humaines, et tout ceci était envoyé vers les États-Unis. Donc vous voyez que la guerre, à chaque fois, elle apporte de nouveaux crimes coloniaux. Il n'y a pas de limite dans l'horreur. Il n'y a pas de limite. Alors revenons à ce que vous venez de dire, et je vous en remercie. Il y a plus de 10 ans, j'ai parlé, justement, je ne sais pas si tu étais avec moi, Belkhouja, dans une émission où on a parlé de l'apport des juifs, des sionistes, pardon, pas des juifs, parce qu'il faut faire la différence entre les sionistes et les juifs, dans la fabrication de la bombe atomique en Algérie. J'avais eu des informations, mais elles n'étaient pas précises. Je ne les ai pas gardées pour moi, j'en ai parlé. Et j'ai dit peut-être que dans l'avenir, on va arriver à un résultat. Il n'y a pas plus d'1 an, quelqu'un qui a travaillé sur la fabrication de la bombe atomique. Française. Bien sûr. Il a été délié du secret professionnel, donc maintenant il parle. Et donc, ce documentaire, enfin, sa déclaration est tombée pile avec ce que je cherchais. Il déclare la chose suivante. Il dit que les Français, c'est vrai que les Français avaient l'intention de fabriquer leur bombe atomique pour rentrer dans le club atomique. Bon, ils l'ont construite avec des mensonges, puisque Jules Moche en 1957 a dit, nous allons faire, à l'ONU, nous allons faire, permettez-nous de construire une bombe atomique que nous allons expérimenter, à l'époque c'est ce qu'il a dit, dans le Sahara algérien, où nulle forme de vie humaine n'existe. C'est ce qu'il a dit. Très bien. Mais en fait, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Avant 1957, il y avait toute une recherche concernant la fabrication d'une bombe atomique. Mais ceux qui avaient déjà la bombe atomique, c'était les sionistes. Et ils avaient construit leur bombe atomique sans dire à personne. Le jour où Golda Meir a rencontré Kennedy et qu'elle lui a dit « Monsieur le Président, vous savez, nous avons notre bombe atomique », il a faim celui qui était étonné. Il dit, bon, ben pourquoi vous ne nous avez pas prévenu, vous n'aviez pas le droit. Mais enfin, je considère Israël comme la petite sœur de l'Amérique. Et ça s'est arrêté là. Donc, vous êtes autorisé implicitement. Le problème est de savoir pourquoi les Juifs ont réussi à faire leur bombe atomique. C'est parce qu'ils avaient promis qu'ils allaient protéger toute l'Europe et l'Amérique du monde arabe et africain, dans l'hypothèse où un génie se serait amusé à avoir la même réflexion qu'eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le lieu, il y a eu peut-être, le choix. D'abord, le deal. Le deal, c'est que Israël a dit à la France, écoutez, moi, je vais vous donner toute la technique. Je vais vous dire comment il faut faire. Mais à vous de me faire une centrale électrique. C'est ça le deal. Ils auront construit la centrale électrique. Et la France a pris tous les procédés, etc. Et elle a construit cette bombe atomique. C'est long à expliquer. Une autre fois, on s'arrêtera sur tous les détails. Et donc, le choix d'Ergen. Pourquoi le choix d'Ergen? Ergen était une région habitée presque essentiellement par les Juifs. Ils étaient tous commerçants. C'est un centre très important parce qu'il reliait donc l'Afrique. C'était un carrefour d'échange. Un carrefour d'échange très important. Et donc, comment il s'appelle? Voilà, j'ai oublié son nom, c'est dommage, mais ça va me revenir. Qui était le beau-fils de Sidi Abdelrahman Ta'alibi, il était marié à sa fille. Il passait très souvent, c'était un soufi, pour aller d'une région à une autre. Et là, il y a eu un problème et on lui a tué son fils. Donc il y a eu une véritable guérilla et il les a tous éliminés jusqu'au dernier. Cette haine est restée dans l'histoire de la juiverie, parce que là, on parle de juiverie, on n'était pas encore dans le cadre du sionisme. Et vous savez que les juifs sont très hargneux, haineux, ils n'oublient rien. Cheikh el-Mrili. Cheikh el-Mrili. Cheikh el-Mrili. Barakallahu fi. Cheikh el-Mrili. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un livre dans lequel ils consignent beaucoup de choses comme ça. Et ce livre, pour essayer de l'obtenir, vous pouvez courir. Moi, j'ai dû avoir recours à un Algérien qui est dans une université que je remercierai jamais assez. Je l'ai trouvé avec
moult difficultés, parce qu'un livre vous renvoie vers un autre, vers un autre, vers un autre. Et quand on a trouvé l'Ouasmou, il s'était juré d'exterminer la population algérienne, arabe, musulmane qui s'installerait à Ergen. Et donc, voilà pourquoi le choix d'Ergen a été arrêté, pas par les Français qui ne connaissaient pas cette histoire, mais par les Juifs. C'était la condition sine qua non que cette bombe exploserait à Ergen. Et ils savaient très bien pourquoi. Parce que, c'est-à-dire à partir de 1957 jusqu'à 60, ils savaient très bien, parce que cette bombe, ce qu'elle dégageait comme malheur, c'était les retombées nucléaires, etc. C'est 4 fois et demi. Non, non, ça c'est la puissance. Hiroshima, oui. Ça c'est la puissance. Ah oui. Mais la Terre resterait infectée pratiquement par plutonium pendant des milliers d'années. Oui. 44 400 ans, vous vous rendez compte? 48 800 ans. C'est la demi-vie parce que du la plutonium. moitié, c'est 24 400 ans. Donc ils rendent la monnaie de la pièce aux Algériens. Et c'est pourquoi la France ne veut pas venir ni dire où elle a enterré les déchets radioactifs, ni nous dire la réelle puissance, parce qu'il n'y a pas. Il y a des explosions atomiques, mais il y a plein d'autres expériences qui ont été faites. Bédenamo, c'est voilà. d'autres. Et jusqu'à présent, nous souffrons avec cette situation qui est très belliqueuse, je dirais intellectuellement, entre l'Algérie, le peuple algérien, parce que c'est le peuple qui réclame aujourd'hui, et les autorités françaises qui gardent le secret d'État sur la question. La juiverie internationale et le colonialisme français ont voulu rendre la réponse à Al-Mreli et faire exploser des bombes à Ergen en atmosphère libre et à Heinecker en souterrain. Mais est-ce que l'Afrique, à travers son porte-voix, l'Algérie, doit rendre la pièce, la monnaie, et poursuivre les Européens, l'Europe, les 14, dire. Traoré en a parlé. Alors là, c'est très important. Il faut construire et cimenter les volontés africaines pour construire un vrai plaidoyer. Que les États, exactement. Et c'est pour ça que je travaille sur le néocolonialisme à travers le monde. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, quand il y a eu toutes ces explosions, quand ils font une explosion, ils suivent avec un petit avion le nuage nucléaire pour voir. Parce que le nuage nucléaire va dégager des retombées nucléaires. Oui. Et donc, ils avaient bien réfléchi, c'était la période, le moment, le vent, etc. Ils avaient tout réfléchi. Et donc, ce nuage est parti vers le sud. Mais à un certain moment, avec la volonté de Dieu, les vents ont tourné. Et donc, ce nuage est revenu et l'avion a été pris en plein dans ce nuage. Donc il y avait un premier aviateur qui est tombé tout de suite aveugle, il a perdu la vue et ils se sont sauvés pour ne pas se laisser rattraper par le nuage. Simplement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce nuage nucléaire, il ne s'est pas arrêté aux frontières de l'Afrique du Nord. Il est allé beaucoup plus loin. Actuellement, vous savez que l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, toute la région marseillaise et tout le bassin méditerranéen jusqu'à l'entité sioniste, etc. Ils sont tous contaminés. Et dans la conférence que nous avons donnée au Parlement français en 2014, j'en avais parlé. Et j'ai dit aux Français, réveillez-vous. Si vous voyez un nombre extraordinaire de cancers, beaucoup plus élevé que dans les autres régions de la France, essayez de vous poser la question. C'est parce que vous êtes en train de subir les retombées nucléaires. Quelques années après, vous avez vu, les Français se réveillent le matin avec leur voiture pleine de sable. Et là aussi, c'est la radioactivité. Donc, ils sont en train de payer ce qu'ils nous ont fait. Mais il faut grâce à la volonté de Dieu. Il faut un plaidoyer. Oui, alors pour le plaidoyer... Comment construire et avec qui? Voilà. Maintenant, nous sommes dans une bonne période parce que vous avez vu que plusieurs pays africains ont rejeté totalement la France. Ils l'ont jetée hors de leurs frontières. Ils ont rejeté la France, mais vous avez l'entité sioniste qui essaie de s'infiltrer. Mais bien sûr, Non, mais là, il faut être vigilant. Y compris à gauche de l'Algérie, à nos voisins de l'Ouest. Mais ils ont subi, eux aussi, ils ont subi. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, avec cet éveil politique, parce que nous sommes dans un éveil politique, et j'ai toujours dit que lorsque l'Afrique se réveille, l'Europe tremblera. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'abord
l'union des peuples africains. On n'a pas tous les mêmes intérêts, mais il y a des intérêts majeurs. L'union des peuples africains, au-delà de l'Union africaine. Voilà, des peuples africains. Des peuples, oui. Des peuples africains. Donc nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, mais au moins on a parfois un intérêt commun. Et si on arrive à s'allier, il va falloir trouver les structures juridiques. Donc vous avez vu que nous avons des tribunaux pénaux internationaux, etc., mais qui ne valent rien pour nous parce que nous sommes à leurs yeux quantité insignifiante. Il faut réinstaurer un système juridique international ou interafricain dans notre pays. Et juger tous ces crimes chez nous, au même titre qu'ils le font chez eux, pour qui ils veulent, évidemment. Donc il faudrait avoir des structures internes pour chaque pays, n'est-ce pas? Des tribunaux coloniaux, on pourra les appeler. Bon, ça c'est... Après, nous allons voir comment on peut les faire. Et puis après, que tous ces tribunaux nationaux, chacun va inventorier ses crimes, etc. Nous allons aller vers un tribunal international, mais africain. Alors, permettez-moi de vous dire ça. Ouais. Si je ne sais pas, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Vous savez que jusqu'à présent, nous savons tous, ils le savent aussi, qu'il existe des crimes d'État, c'est-à-dire ceux qui ont été faits par la volonté politique. Alors, ils opposent toujours à crimes d'État des crimes isolés. Le viol, tout ça, le viol isolé. Non. Les militaires ont agi quand même sur ordre de leur patron. Exactement. Donc, la notion de crime d'État, on en parle beaucoup. Le premier qui en a parlé, c'était Maître Vergès, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je continue maintenant sur sa lancée, sur les travaux qu'il a fait, etc. Maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur et devenir intéressant pour tous les peuples colonisés et décolonisés. Mais la notion de crime d'État n'existe pas dans le droit international. Donc, il nous appartient à nous, peuples africains, de nous unir et de faire entendre nos voix pour la concrétisation du crime d'État dans les textes internationaux. Lorsque nous allons avoir ces textes, nous allons pouvoir plaider contre chaque pays qui a colonisé un État africain. Alors, en parlant de colonisation, il y a une dernière colonie en Afrique, c'est le Sahara occidental. Et vu les accointances, les nouvelles alliances entre le pays qui occupe, ou le royaume qui occupe le Sahara occidental et l'entité sioniste, ce qui s'est passé dernièrement lors de la conférence euro-africaine, où les pays européens continuent à donner de l'argent, mais pour avoir des minerais, ça fausse les débats et ça fausse la prise de conscience pour justement pénaliser le colonialisme. Mais ils ne peuvent pas, parce que les peuples sont conscients. Les politiques, n'est-ce pas, ont leur stratégie, mais les peuples sont conscients. Cette histoire de Sahara occidental, c'est également un intérêt du sous-sol. C'est une terre extrêmement riche. C'est un littoral aussi. Exactement. C'est comme à Raza. Raza, c'est une terre extrêmement riche. Et les Américains ont l'œil sur Raza, mais les Séoudiens, etc., ils ont également l'œil sur Raza, parce que Raza va être, dans leur stratégie, évidemment, une mer intérieure, n'est-ce pas, qui mène du bassin méditerranéen jusqu'à la mer Rouge. La mer Rouge et tout le reste. Alors, ça va être la même chose dans leur esprit, parce que déjà, aujourd'hui, si le Maroc est soutenu, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a déjà divisé cette langue de terre entre les Américains, les Français et les... Je ne sais plus. Il y a eu des accords avec l'Union européenne aussi. Hein, oui. L'Europe est toujours près des Émiratis. Voilà, ouais. Et les Émiratis. Donc personne n'est en reste. Donc vous voyez, la stratégie politique, elle est pernicieuse, mais il ne faut jamais oublier que l'esprit du peuple a toujours guidé les volontés intérieures à abattre ces stratégies, parce que les stratégies sont éphémères, elles ont une durée de vie et elles disparaissent. Est-ce qu'on pourrait envisager, et par quel préalable envisager dans le futur, une relation apaisée ? Entre qui
entre les Africains et les anciens colonisateurs. Ah ben, on est en train d'aller dans ce sens. Beaucoup de préalables. Bien hein. sûr, parce que J'imagine. déjà, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une chose importante. Faire venir les Africains, parce que les présidents sont conscients. Le peuple n'est pas tout à fait conscient. Les faire venir dans une conférence comme ça, eh bien, l'image qu'on donne à l'étranger, c'est une première union. Nous allons être attaqués sur cette union. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de critiques. L'entité va jouer des coudes pour pénétrer, Pourquoi? pour Parce distribuer. qu'après avoir été la Mecque des révolutionnaires, Alger est aujourd'hui la Mecque des rassembleurs Tout à contre fait. les colons. Tout à fait. Oui. Vous savez, c'est une entité. Hein. C'est Oui. une entité énorme. Récupérer l'Afrique, c'est détruire l'Europe. Et ils sont très conscients. Eh ben, ils ne vont pas se laisser faire, évidemment. Mais la prise de conscience chez le citoyen et le politique doit être en premier lieu. Ne pas perdre de vue que notre indépendance passe par l'indépendance économique, par l'indépendance historique. Absolument. Allez-y, Monsieur Monsieur Belkhodja. Belkhodja. L'indépendance économique est... Oui. Non, je reviens aux retombées du néocolonialisme. Ça a coûté la vie de Patrice Lumumba. Oui, tout à fait. Oui. C'est les réactions. Ils ne veulent pas perdre définitivement leurs anciennes colonies. Je reviens aux colonnes infernales de Bugeaud, de la Mauricière, de Jean Garnier, qui dévastaient tout sur leur passage. Dévastaient tout. Ils ont ruiné le pays. Le pays, en 1847, lorsque l'émir Abdelkader avait décidé de mettre fin aux hostilités et à la résistance, c'est parce que son pays était ravagé, ruiné complètement. La politique de la terre brûlée, innovée par le maréchal, par le général Bugeaud, mais toutes les tribus, et l'émir était gêné de passer dans les tribus, leur demander de payer les impôts. Il n'y avait plus le moyen de payer les impôts et on a contraint l'émir à abandonner le combat. Nous n'étions pas concernés, c'est une guerre euro-européenne, mais les retombées, les conséquences, il n'y avait pas de tissu en Algérie. Il n'y avait pas de savon en Algérie. Et à propos des tissus, dans la région de Saïda, en 1940-41-42, on enterrait nos morts, nous enterrions nos morts sans le linceul. Je reviens au cimetière. Dans ma région, en 1952, un colon avait complètement labouré un cimetière. Accaparement des cimetières pour élargir la surface agricole des colons. Personne n'était épargné, ni les vivants ni les morts. Le summum de la barbarie, mais on doit clore et clôturer cette émission. Il y en aura d'autres, probablement. On remerciera nos invités. Monsieur Ammar Belkhodja, vous êtes auteur de plusieurs livres justement sur la barbarie coloniale en Afrique, les massacres dans la Métidja, les enfumades du Dahra et colonialisme, les crimes impunis, entre autres livres signés Ammar Belkhodja. Maître Fatma Zahra Ben Braham, merci de nous avoir éclairé nos auditeurs Merci. ce Je matin. voudrais tout simplement vous dire en un mot, quand on Oui, me parle de l'Algérie, etc., je dis la France a détruit l'Algérie, elle ne l'a pas créée. Voilà. Et un grand merci à François Dengué que nous avons pu avoir en direct. Merci Hamid. Dans quelques instants, vous retrouverez le 12-13 en compagnie de Brahim Azouz.